Bonjour, on va décortiquer aujourd'hui les conclusions d'un livre enquête assez percutant qui s'appelle Le Grand Détournement. Cette analyse, elle plonge au cœur d'un transfert d'argent absolument colossal qui, d'après les auteurs, se produit chaque année en France et ce, de manière assez discrète. Alors, le chiffre central de cette enquête, il donne le vertige. 270 milliards d'euros. C'est la somme qui, tous les ans, serait transférée des caisses de l'État vers les grandes entreprises et les plus fortunés. C'est un montant qui n'avait jamais été atteint dans l'histoire de France. Les auteurs, ils ne parlent pas juste d'une politique économique, non. Ils décrivent carrément un hold-up légal. Une opération gigantesque réalisée non pas par la force, mais bien par des choix politiques au plus haut sommet de l'État, et ce depuis une trentaine d'années. Bon, alors, allons-y. Pour commencer, il faut essayer de se représenter ce que c'est une telle somme. Comment est-ce qu'on peut visualiser ça à l'échelle de la France? Pour se faire une idée, la comparaison la plus frappante, c'est sans doute avec le budget de la santé. Ces 270 milliards d'euros par an, eh bien c'est plus que tout le budget national de la santé. C'est donc supérieur à tout ce que la France dépense en une année pour ses hôpitaux, ses médecins et la Sécu. Mais alors, comment un tel transfert a-t-il pu se mettre en place? Dans cette deuxième partie, on va se pencher sur les rouages de cette mécanique, un véritable millefeuille de dispositifs qui se sont accumulés petit à petit sur 30 ans. Un des points les plus troublants que révèle l'enquête, c'est l'opacité totale du système. D'ailleurs, cette citation du ministre de l'économie lui-même l'illustre parfaitement. Selon les auteurs, cette complexité n'est pas du tout un hasard. C'est même ce qui permet au système de continuer à fonctionner sans qu'il y ait de véritable contrôle. L'élément clé, le socle idéologique de tout ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle la politique de l'offre. L'idée, en théorie, est assez simple. En donnant plus de moyens aux entreprises et aux plus riches, on stimulerait l'économie au bénéfice de tous. C'est vraiment le fondement de toutes les mesures qui ont été prises. Il faut savoir que depuis 2017, ce mouvement s'est vraiment accéléré avec plusieurs mesures phares. On a bien sûr la baisse de l'impôt sur les sociétés, mais aussi la transformation de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, en un impôt qui ne cible plus que l'immobilier, l'IFI. Et puis s'ajoute la fameuse flat tax, ce prélèvement unique sur les revenus du capital, autant de décisions qui, d'après l'enquête, ont largement creusé ce transfert d'argent. Mais la critique principale du livre, c'est l'absence totale de contrepartie. L'État distribuerait ces aides massives sans rien négliger en retour, que ce soit en termes d'emploi, d'investissement en France ou même de critères écologiques. Un peu comme un guichet automatique sans aucun contrôle sur l'utilisation de l'argent. Bon, et maintenant, la question qui vient tout de suite, c'est mais à qui profite ce système? L'enquête a justement essayé de suivre la piste de ces milliards pour voir où ils atterrissent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 20 ans, le patrimoine cumulé des 500 Français les plus riches a été multiplié par 7. 7, il est passé de 153 à plus de 1100 milliards d'euros. C'est plus de 2 fois le PIB de la Belgique, pour donner une idée. Le contraste est encore plus saisissant si on regarde sur une période plus courte. Entre 2017 et 2023, le patrimoine des familles les plus riches a fait un bond de 400%. Pendant ce temps, le salaire net moyen des Français, lui, n'a augmenté que de 8%. On a vraiment deux mondes, deux dynamiques complètement déconnectées. Évidemment, un transfert d'argent de cette ampleur, ce n'est pas sans conséquences. Cette partie s'intéresse à ce que l'enquête nomme le coût social caché de cette politique, un impact direct sur les finances publiques et sur notre modèle social. Le financement de tout ça est décrit comme particulièrement pervers. Pour compenser les milliards d'exonérations de cotisations sociales pour les entreprises, l'État se repose sur la TVA. C'est l'impôt le plus injuste, car il pèse sur tout le monde de la même façon. Chaque achat du quotidien sert donc, en partie, à financer ces cadeaux fiscaux. Ce graphique illustre bien la transformation radicale. Avant 2017, la quasi-totalité de la TVA allait financer les services publics. Aujourd'hui, plus de la moitié de ces recettes sert uniquement à compenser les baisses de cotisations. C'est un changement total de logique fiscale. Et le bilan social que dresse l'enquête est assez sombre. La sécurité sociale est fragilisée. Le chômage ne baisse pas vraiment, avec beaucoup d'emplois créés qui sont en fait précaires ou subventionnés, la pauvreté atteint des niveaux records et la dette publique explose, car selon les auteurs, chaque euro d'aide est un euro qui a été emprunté. On arrive maintenant au point culminant de l'enquête. Et ce qui est peut-être le plus étonnant, ce sont les témoignages des personnes qui ont elles-mêmes conçu et défendu cette politique. Voilà un aveu assez incroyable de la part de l'un des principaux architectes du programme économique de 2017. Jean Pisani-Ferry, celui qui a pensé cette politique de l'offre, admet aujourd'hui que c'est un échec. Le pari n'a pas fonctionné. Une autre figure importante, Alain Mince, conseiller très écouté depuis des décennies, va même plus loin. Il qualifie aujourd'hui cette politique de folie
et estime que son coût est devenu tellement exorbitant qu'il n'a plus aucun effet positif à long terme. Cette métaphore, utilisée par un ancien très haut fonctionnaire, est particulièrement parlante. Il décrit un système devenu incontrôlable, comme une créature insatiable qu'il faut nourrir sans arrêt, avec des aides publiques toujours plus importantes, sans jamais se demander si ça marche vraiment. Face à ce constat, l'enquête ne fait pas que critiquer. Elle avance aussi des pistes concrètes pour réformer. Rendre les aides conditionnelles, évaluer sérieusement leur impact et réinstaurer une forme d'impôt sur les très grands patrimoines. Finalement, cette investigation laisse avec une question fondamentale, une question presque existentielle pour le modèle français. Comment, dans une république qui a inscrit le mot « égalité » dans sa devise, un tel transfert d'argent public, des caisses de l'État, vers ceux qui en ont le moins besoin, a-t-il pu être justifié et mis en œuvre ?